Les Français sont des fainéants. Cette phrase revient à chaque lutte sociale. Elle écrase toujours plus le moral des chômeurs, en fait culpabiliser certains et en pousse d'autres au burn-out. Mais pourquoi se laisser démoraliser par un mensonge? Le problème, c'est la répétition. À force de l'entendre, on finit par y croire. Mais qui aime rester inactif? Qui sait rester inactif? Même la contemplation est une activité, et une saine activité. Chaque moment passé à contempler est une pause pour les ressources de la planète. Alors contemplons tant que nous pouvons. Bon, j'étais inspirée, c'est bientôt le printemps des poètes. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir se lever et faire un tour pour aller admirer la nature. Nous avons la chance, nous ici, d'avoir la nature à quelques pas. Mais quelle souffrance quand on n'a plus cette liberté de mouvement. Et là, ça arrive toujours trop tôt au moment de la retraite, et même des fois avant. Je voulais dire un petit mot pour Antoinette. Si tu nous écoutes, on pense fort à toi. Le bonheur d'arriver à la retraite, ce n'est pas d'imaginer ne plus rien faire, mais de savoir que quoi qu'on fasse, le salaire libéré du travail tombe sur le compte. Et on peut alors, comme un tiers des retraités, s'investir dans un sujet qui a du sens pour nous, aider ceux qui ont le moins de chance au travers d'une association, par exemple. On peut s'investir pleinement en politique locale, comme 40% des maires. Ou alors garder ses petits-enfants, prendre soin de ses propres parents, être aidant comme 3 Français sur 10. Faire pousser ses légumes et cuisiner pour manger mieux, faire du vélo tant qu'on peut physiquement, pour faire ses courses localement, parce qu'on peut prendre le temps. Recoudre les pantalons du petit-fils, plutôt que d'en racheter un vêtement, et d'autres activités fortement liées au temps, qu'il reste à reprendre en main dans notre société. Toutes ces activités que beaucoup ne prennent plus le temps de faire, et qui pourtant permettraient aussi de réduire notre empreinte écologique. Les retraités absorbent par leur activité bénévole aussi les déficits des services publics. Services publics malmenés par des années de politique du centre et de droite. Ça fait partie de la stratégie néolibérale, on détruit le public, on renforce les intérêts privés, mais vous connaissez le slogan, quand tout sera privé, on sera privé de tout. Les retraités se font donc le relais du service public, et aujourd'hui on voudrait qu'ils s'occupent des postes attendus par les jeunes, ou les payer 2 ans au chômage, ou payer leur invalidité, ou pour les 1,5 million de seniors NER, ni en emploi, ni en retraite, continuer de les enfoncer dans la précarité. Un tiers d'entre eux vivent déjà sous le seuil de pauvreté. Les Français n'ont pas de problème avec le travail. Ils ont des problèmes avec les conditions de travail, avec les contraintes liées au déplacement et à la durée de travail, avec l'obligation de subir un rythme physiologique qui n'est pas le leur, avec ce travail qui les éloigne de leurs enfants, qui les prive d'amour et de créativité, avec le fait de faire subir des traumas à leur corps et leur être par nécessité financière. Pourtant, la majorité le font avec le sourire, et même parmi les tâches les plus difficiles. Quand j'entends le témoignage de Juliette Coinette dans sa conférence gesticulée « Je vous prête ma blouse », que vous pourrez découvrir le 23 mars à Saint-Nazaire, je me dis qu'il faut être sacrement hors sol pour oser demander à ces métiers de faire des années de plus. Imaginez juste une femme de 64 ans qui soutiendrait un homme de 80 ans. En ce lendemain de journée des droits de la femme, commençons par respecter toutes ces femmes aux métiers indispensables qui ont tant de valeur humaine, mais hélas précaires et sous-estimés, les métiers du lien. Et un dernier mot, clin d'œil à une intervention de M. Véran, qui nous a fait beaucoup rire. Non, les grévistes ne vont pas empêcher de travailler sur la bifurcation écologique, car de 1, c'est votre gouvernement qui était à la ramasse sur ce sujet, de 2, le blocage ou du moins le ralentissement
est justement le seul moyen de réduire la vitesse de ce système qui fait foncer notre civilisation droit dans le mur du réchauffement climatique. Donc oui au blocage pour maintenir la pression sur le gouvernement et oui au blocage pour laisser respirer un peu la planète. Merci de votre écoute, merci à tous les copains militants pour l'organisation de cette soirée. Si vous souhaitez des informations sur notre action et l'actualité de Mathias, il y a une petite feuille qui va passer dans la salle. Je crois que Thomas va la faire tourner. Et puis voilà, je vais laisser parole à notre député Mathias Savel. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci effectivement d'abord pour commencer à Pascal, Christelle et tous les autres qui ont organisé cette soirée. Des militants, des bénévoles qui font ça sur leur temps libre, soit en dehors de leurs heures de travail, soit quand ils ont la chance d'être à la retraite, sur une partie de leur temps de la retraite. Et ça sert aussi à ça, le temps libéré, le temps libre, pour lequel des générations avant nous se sont battues pour réduire le temps de travail dans la journée, dans la semaine, dans l'année, avec les congés payés, dans la vie, d'abord en faisant en sorte que le travail des enfants soit progressivement interdit, et puis ensuite en permettant que les travailleurs les plus âgés puissent bénéficier d'une retraite qui ne soit pas seulement une retraite pour les morts, comme c'était le cas en 1910 lorsqu'elle a été instituée à 65 ans, ni même une retraite seulement de misère, mais bien un moment, un revenu socialisé qui permette de vivre et de profiter aussi de la vie, du bonheur, de s'engager, comme l'a dit Christelle, dans des associations, dans des collectivités locales. J'étais encore il y a quelques minutes avant cette réunion avec un maire qui vient de partir à la retraite à 62 ans et qui du coup peut consacrer du temps à la collectivité, au service public, à la vie citoyenne. Voilà ce travail citoyen, puisqu'il faut dire les choses comme ça, que nous défendons aussi en défendant le droit à la retraite à 60 ans pour notre part, et évidemment en nous opposant à la retraite à 64 ans. Merci à Christelle aussi de ces mots qui me permettront d'aller peut-être plus vite sur cet aspect-là, mais sur lesquels je vous invite à réfléchir. Oui, bien sûr, c'est une bataille sociale. C'est une bataille sociale parce qu'il s'agit pour le gouvernement de faire payer par les salariés les cadeaux qu'ils consentent par ailleurs aux actionnaires des grandes sociétés, avec par exemple la suppression d'une taxe, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE. C'est technique, vous n'en avez pas entendu parler, mais ça fait 8 milliards d'euros par an qui sont donnés aux entreprises, et en fait, quand on regarde, aux plus grandes d'entre elles, et singulièrement à celles qui sont dans les secteurs les plus polluants. Et nous défendons à l'inverse le droit au bonheur, le droit à l'engagement, le droit à la vie pleine et entière, pas seulement comme une mesure de justice sociale, mais aussi comme une mesure écologique et comme une mesure démocratique pour le bon fonctionnement de notre société et même, osons le mot, de notre civilisation, même si c'est un peu pompeux de le dire comme ça. Merci pour tout ça, parce que nous sommes là aujourd'hui, 2 jours après le 7 mars, une date historique, la plus grande mobilisation sociale de ce conflit, une date dont on parlera dans les livres d'histoire. Il faut ne pas en douter, comme on parle des grandes manifestations qu'il y a eu en 1968, en 1995, à l'occasion du CPE. Moi, j'étais étudiant à ce moment-là. Et je l'espère comme une des dates qui aura contribué à la victoire, parce que c'est ça l'objectif. Et je le dis parce que c'est possible. C'est possible parce que le projet de loi n'a pas été voté à l'Assemblée nationale. Parce qu'aujourd'hui, vous avez 7 Français sur 10, vous avez 9 salariés sur 10 qui disent leur désaccord avec ce projet. Parce que vous avez toutes les organisations syndicales unies, c'est pas si fréquent dans notre pays, qui demandent le retrait de ce texte. Et que nous aurons dans la semaine qui vient le retour du texte à l'Assemblée nationale le jeudi 16, et que nous avons bien l'intention soit d'obtenir le retrait de ce texte avant, si la mobilisation est suffisamment forte pour l'obtenir, soit de mettre une nouvelle fois le gouvernement en échec et de faire en sorte que cette retraite à 64 ans ne s'applique pas. Et puis quand bien même elle serait votée ou imposée, on entend parler du retour du 49.3
ce mécanisme constitutionnel qui permet au gouvernement d'imposer un texte sans même que les députés le votent. Eh bien, je rappelle à tout le monde, j'ai parlé du CPE, qu'en 2006, Dominique de Villepin, à l'époque Premier ministre, avait imposé le CPE par le 49.3. Et puis que, quelques jours après, vous aviez le président de la République, Jacques Chirac, qui était venu tout piteux à la télévision, nous expliquer qu'il promulguait la loi, mais qu'il demandait au gouvernement qu'elle ne s'applique pas, et d'ailleurs d'en proposer une nouvelle pour détricoter ce qui faisait la loi précédente. Eh bien, fermez les yeux et imaginez Emmanuel Macron, dans quelques jours, venir faire le même genre de simagrée que Jacques Chirac à l'époque. Il ne l'a pas fait de gaieté de cœur, il l'a fait parce que la mobilisation de la jeunesse et des salariés l'ont contraint à reculer. Et c'est ça notre objectif. La mobilisation du peuple français qui, par elle-même, ou en nous donnant à nous, parlementaires, suffisamment de force pour convaincre nos collègues, permet d'obtenir ce qui n'est ni plus ni moins que la demande majoritaire des Français. Et on ne peut pas imaginer un président de la République tout seul, ni même une Assemblée nationale, voter quelque chose dont la majorité du peuple français ne veut pas. Il y a l'enjeu social, mais ça devient un enjeu et un problème démocratique. Si on a une Assemblée qui vote contre la volonté populaire, alors ce n'est plus une Assemblée nationale. Alors ce n'est plus une représentation nationale. Nous ne sommes plus les représentants du peuple si nous faisons quelque chose que le peuple lui-même ne veut pas. Et qu'il ne veut pas dans des proportions très claires, très nettes, très massives, répétées, sur tous les tons, très poliment, parfois de façon un peu plus piquante. L'Assemblée ne peut pas, ne doit pas, selon nous, selon l'idée républicaine qu'on se fait de nos institutions, se mettre en travers de la volonté populaire. C'est ça aussi le message que nous portons. Je le dis, je l'ai dit, les 64 ans, le report de l'âge légal, et pour toute une série de professions qui n'ont pas encore cet âge légal de 62 ans aujourd'hui, mais qui toutes vont être concernées par le report de 2 ans de plus, est une mesure profondément injuste. Injuste parce que c'est ceux qui ont les métiers forcément les plus durs, les plus pénibles, les plus fatigants, qui vont en souffrir le plus. Quand je dis ça, je ne parle pas seulement de ceux qui font les 3-8, de ceux qui portent des charges lourdes, de ceux qui sont exposés au bruit, qui bien sûr vont en souffrir. Et d'ailleurs, c'est le même gouvernement et le même président de la République qui, sitôt élus il y a 5 ans, se sont empressés de supprimer les critères de pénibilité qui permettaient d'avoir, dans certaines conditions déjà restrictives, un départ plus tôt. Mais on parle de plein d'autres professions. Qui imagine ici une AESH, ces personnes qui s'occupent des enfants en situation de handicap dans les classes, à 64 ans, pour 800 € par mois, passant sa journée à se baisser, se relever pour aider l'enfant dont elle doit s'occuper. On a parlé des métiers du lien, du soin, les personnels hospitaliers, où déjà il y a une si grande difficulté de recrutement. Vous croyez que c'est en disant que les infirmiers vont travailler jusqu'à 64 ans qu'on va trouver plus facilement des volontaires pour faire ce métier, au-delà même des considérations sur le salaire, sur le sens du travail, sur la manière dont est organisé aujourd'hui ce métier. Il y a encore quelques années, c'était une catégorie dite active, qui avait droit à un départ plus tôt. Cette disposition a déjà été supprimée. Et aujourd'hui, on va leur dire, c'est encore 2 ans de plus. Et puis, il y a plein d'autres métiers. Les chauffeurs routiers, qui eux doivent aussi qui sont aussi concernés par le fait de travailler 2 ans de plus. On pourrait parler, et le sujet est en train de commencer à monter, de ces livreurs à vélo qu'on a dans les grandes métropoles, qui aujourd'hui sont auto-entrepreneurs, c'est-à-dire auto-exploités, dont on se bat pour qu'ils soient reconnus comme salariés. Et au passage, ça ferait rentrer 1 milliard d'euros de cotisations dans les caisses de la sécurité sociale, et dont on commence à se dire, quand ils seront à la retraite, ils n'auront rien. Mais alors quoi? Ils devront pédaler jusqu'à 64 ans pour livrer je ne sais quoi? Bien sûr que non. Il y a donc toute une série de métiers. Et c'est l'ensemble des métiers et l'ensemble des salariés qui sont concernés. Pas seulement les métiers pénibles. Pas seulement les régimes dits spéciaux, qui pour nous sont des régimes pionniers, qui montraient
l'avant-garde. Et d'ailleurs, le système de retraite pour tous, il a été construit souvent en s'appuyant sur ce qui existait déjà dans ces professions. Et qui aujourd'hui font que, quel que soit le jour de l'année, que ce soit un jour férié, Noël, le 1er janvier, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, vous avez des agents, par exemple, de l'EDF et d'Enedis qui vont réparer les réseaux. Et d'ailleurs, ils nous disent c'est de plus en plus long parce qu'on est de moins en moins nombreux. Et déjà, si vous habitez en campagne, vous serez moins bien servi que si vous habitez en ville. Et c'est déjà plus le service public. Mais si aujourd'hui, vous avez des problèmes sur le prix de l'électricité, ça n'est pas à cause des agents d'EDF. C'est à cause des profits que fait Engie, hier GDF, que fait Total, qui exploite des centrales à gaz pour produire de l'électricité dans notre pays, et qui, eux, se servent et prélèvent des milliards d'euros de profits et des milliards d'euros de dividendes qui sont ensuite reversés aux actionnaires. Donc il ne faut pas se tromper d'adversaire. Ces métiers où on dit « je n'en peux plus, je ne sais même pas si j'atteindrai 60 ans ». Et moi je l'ai vu, on était l'autre jour avec des salariés d'Atalian, des femmes, qui font du nettoyage industriel chez Airbus. Airbus a fait 5 milliards d'euros de profit l'année dernière, record historique. Et ces femmes, que nous disent-elles? Qu'à 50 ans, elles sont cassées par le travail. Qu'elles ont dû faire grève pour obtenir l'ouverture de négociations salariales, même pas pour pouvoir négocier le niveau de l'augmentation, mais rien que pour avoir le droit de discuter du principe même de l'augmentation. Elles ont dû faire des journées de grève. J'étais allé les soutenir sur un rond-point du côté de Montoire un jour où il pleuvait beaucoup et où elles étaient quand même là. Et ces femmes-là, vous leur dites, vous allez faire 2 ans de plus, elles sont cassées parce qu'il faut pousser le chariot, il faut monter l'escalier, il faut se baisser sans cesse pour nettoyer, il faut souvent travailler avec du matériel qui n'est pas toujours de bonne qualité parce que l'employeur rechigne à investir sur du matériel de bonne qualité et parce que aussi Airbus exige de ses sous-traitants des conditions qui ne sont pas tenables socialement, alors que le groupe a les moyens de faire autrement. C'est injuste parce que pour passer à 64 ans, ça créera 90 000 chômeurs de plus. Personnes âgées, privées d'emploi, pardon, quand je dis personnes âgées, c'est parce qu'à force de les entendre parler de seniors, je cherche un autre mot. Mettons seniors, salariés seniors, comme ils disent, privés d'emploi qui vont devoir rester au chômage plus longtemps au lieu d'être à la retraite, jeunes qui ne pourront pas prendre les postes libérés, etc., etc. 90 000 chômeurs de plus. 100 000 personnes de plus au RSA. C'est ce que Christelle a très bien dit. C'est NER, comme il dit. On parle des gens plus qu'avec des sigles. Ni en emploi, ni à la retraite. Déjà aujourd'hui, vous avez une personne sur quasiment 2 qui part à la retraite, qui n'est pas en emploi. Elle est au chômage, elle est au RSA, elle est en invalidité. Si vous repoussez l'âge de 2 ans, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que cette personne va rester 2 ans de plus. Et ça coûte dans la réforme, parce qu'on dit que c'est une réforme pour faire des économies. Mais ça coûte plusieurs milliards d'euros de dépenses supplémentaires en assurance chômage, en assurance invalidité, en RSA, en maladie professionnelles notamment, qui sont à prendre en charge par d'autres branches de la sécurité sociale au lieu d'être prises en charge par la branche vieillesse. Je ne fais pas trop long, je crois que le caractère injuste des 64 ans est bien compris, le caractère dangereux pour la société, on en a parlé. Mais quand même sur le travail, moi je rejoins parfaitement ce qu'a dit Christelle. On a eu droit à un numéro d'hypocrisie sur la valeur travail. La valeur travail, c'est d'abord la valeur du travail, c'est-à-dire combien il est payé. Et depuis le mois de juin, les députés de la NUPES, tous ensemble, réclament l'augmentation du SMIC, réclament qu'il y ait dans toutes les branches des discussions pour réaugmenter les minima de branche et faire en sorte que l'augmentation des salaires se diffuse à l'ensemble de la branche, pour faire face à l'inflation. Mais aussi parce que c'est une manière de financer la sécurité sociale, par les cotisations qui sont payées. Et vous avez des gens qui viennent nous donner des leçons de travail en nous expliquant un jour que maintenant les déménageurs ont des exosquelettes, que les carreleurs ont des genouillères, que les AESH font ce métier par choix pour avoir leur mercredi et leurs vacances scolaires, que les assistantes maternelles gagnent 3 000 € par mois. Parce que ce serait 1 000 € par enfant. Un ministre qui nous parle comme ça, si ce n'est pas faire un bras d'honneur à ces femmes, je ne sais pas ce que c'est. Bref, et toutes les citations que je dis, tous les exemples que je prends, ce sont des exemples réels.
des députés, des sénateurs, des ministres macronistes. C'est ça l'image du travail, et notamment du travail physique qu'ils ont. Nous ne pouvons pas laisser ces gens nous donner des leçons sur la valeur travail. Ce n'est pas possible. Singulièrement sur ce territoire où on sait ce que c'est que de bosser en 2-8, en 3-8, où on sait ce que c'est le port de charges lourdes, le travail sur des sites Céveso avec des exigences de sécurité permanentes, pour soi, pour l'environnement, pour la sécurité, avec un recours à la sous-traitance qui est totalement déraisonnable, avec un recours au travail détaché qui permet d'exploiter des gens en les payant moins cher que ce qu'ils devraient être, avec des salariés exposés à des produits chimiques, comme hier ils étaient exposés à l'amiante. Nous ne permettons pas, et parfois si nous le disons avec colère à l'Assemblée nationale, c'est parce que nous n'acceptons pas de recevoir de leçons sur le travail de la part de gens pour qui faire travailler les gens 2 ans de plus, c'est faire des gagnants, comme l'a dit le ministre du Travail qui soi-disant vient de la gauche. Peut-être qu'il en venait, mais il en est parti il y a longtemps. Nous n'acceptons pas que ces gens nous parlent sur ce ton. Non, cette réforme va faire 100% de perdants, puisque tous les gens devront travailler plus longtemps. J'ajoute que c'est une réforme qui est totalement injustifiée, sur le plan financier, puisque c'est ça qu'ils mettent en avant. D'abord, le système de retraite, cette année, il est excédentaire. 3 milliards d'euros d'excédent. Donc il n'y a absolument aucune urgence à prendre quelque mesure que ce soit. Et d'ailleurs, le Conseil d'orientation des retraites nous disait il y a quelques années, ah, 2022, vous verrez, ça va être catastrophique, il y aura 20 milliards de déficit. On a 3 milliards d'excédent. Ça va. Mais même quand on regarde sur le plus long terme, le corps nous dit qu'il n'y a pas de dynamique incontrôlée des dépenses de retraite. La question qui se pose, c'est la question des recettes. En gros, la part des pensions dans la richesse du pays va rester à peu près stable. Autour de 14% de la richesse du pays est reversée en pension, alors même que le nombre de retraités augmente et que ce ne serait pas illogique que la part augmente un peu si on veut que les gens vivent avec des pensions un peu moins basses. Mais on nous dit, mais quand même, 12 milliards de déficit à l'horizon 2030, c'est quand même considérable. Comme ils ne sont pas très à l'aise avec leurs chiffres, ils ajoutent, ah, ça va 120 milliards sur 10 ans. Oui, d'accord, mais enfin, du coup, la richesse du pays ne sera pas de 2 000 milliards sur une année, mais du coup de 20 000 milliards sur 10 ans. Parce que si vous faites sur 10 ans, il faut faire sur 10 ans pour tout. Il faut faire aussi sur 10 ans pour les recettes. Ces 12 milliards par an, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, cette année, les pensions de retraite qui sont données, c'est 340 milliards d'euros. Et donc les recettes, 343 milliards, puisqu'il y a 3 milliards d'excédent. À peu près, c'est un peu plus subtil que ça dans les différentes... Et je simplifie. 12 milliards de 340 milliards. Ça fait 3%. 3% de déficit. Pour quelqu'un qui gagne 1 000 euros par mois, c'est être à découvert de 30 euros. C'est sûr que ce n'est pas confortable. Mais je pense que dans ceux qui gagnent 1 000 euros, il y en a beaucoup qui aimeraient être à découvert que de 30 euros à la fin du mois. Et en tout cas, ce n'est pas une raison pour vendre la maison, vendre la voiture, vendre la belle-mère ou le beau-père et passer par-dessus bord tout ce qu'on a construit. Donc 3% de déficit sur les retraites, ça n'est pas une raison de passer par-dessus bord les 2 années de vie que le gouvernement veut voler aux Français. D'autant plus qu'il y a beaucoup d'autres manières de financer ces sommes. Et c'est ça qu'on a voulu mettre en avant dans le débat. On nous dit, vous aviez déposé plein d'amendements. Oui, c'est vrai. Au passage, il y en avait à peu près 20 000. En 2 semaines, on est revenu à 7 000. Et donc, il suffisait à peu près d'1 semaine de plus pour qu'on aille au bout du texte. C'est pas vrai que c'était insupportable, c'est juste qu'ils ne voulaient pas que le débat continue. Parce que par nos amendements, on a mis le doigt notamment sur le fait qu'ils ne voulaient pas faire contribuer les millionnaires, qu'ils ne voulaient pas faire contribuer les actionnaires et leurs dividendes, qu'ils ne voulaient pas faire contribuer les super-profits des grandes sociétés dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'ils ne voulaient pas qu'au-delà d'un certain niveau de salaire aujourd'hui, vous ne cotisez quasiment plus pour la retraite. Il y a un plafond. Vous cotisez que sur la première partie de votre salaire. Quand vous gagnez plus de 4 000, 5 000, 6 000 euros par mois, comme c'est le cas d'un certain nombre de salariés dans notre pays, vous ne payez quasiment pas de cotisation. Nous, on a proposé de déplafonner cette cotisation pour qu'elle s'applique sur l'ensemble du secteur. On a proposé
qu'il y ait des mesures beaucoup plus énergiques pour payer les femmes comme les hommes, parce que ça fait rentrer 3, 4, 5 milliards d'euros selon les différentes estimations, selon qu'on prend les inégalités à poste égal ou l'ensemble des inégalités sur, y compris les métiers plus féminins, comme on dit. Tout ça, ils ont tout rejeté. Ils n'ont pas voulu discuter de la question du financement et d'augmenter un peu les recettes du système de sécurité sociale et de retraite en faisant tout simplement un peu de partage des richesses. Je prends que un exemple pour ne pas être trop long. Si on mettait une cotisation sur les dividendes qui sont versés par les grandes entreprises aux actionnaires, au même niveau que la cotisation sur les salaires, pas plus, le même niveau, on ferait rentrer 48 milliards d'euros de recettes. C'est-à-dire 4 fois le déficit qui, soi-disant pour eux, est insurmontable, dangereux, irresponsable et menace le pays de ruine. Et puis aussi, comme les organisations syndicales et les grèves, la sécheresse, les sauterelles, etc. Je vous dis 4 fois plus. De la même façon, on pourrait combler ce déficit en taxant à 2% la fortune des millionnaires dans notre pays. 2%. On ne va pas tout leur prendre, ça va, il restera 98% d'1 million. Ça fait de beaux restes. Mais même ça, c'était trop. Et pourtant, vous aviez compris à l'occasion du forum de Davos là, en janvier, des millionnaires qui disaient « taxez-nous ». J'ai lu leur appel à la tribune de l'Assemblée en me disant peut-être que si je lis un texte de millionnaires, les macronistes et LR seront plus attentifs que si on lit des paroles de salariés. Et même ça, non, ils n'en ont pas voulu. Bref, ils se sont donc volontairement mis dans une situation où il n'y a que le report de l'âge légal qui est discuté. Même la hausse des cotisations que payent les salariés, ils n'ont pas voulu en entendre parler, alors même que M. Bayrou, qui n'est pourtant pas un insoumis ni même de la NUP, qui est pourtant censé être de leur majorité, avait dit pourrait augmenter d'1 point les cotisations patronales, pour au moins prendre en charge une partie du financement à trouver. Avec 1 point, d'ailleurs, il trouvait plus que le financement. Et je le dis parce que c'est l'amendement que je m'apprêtais à défendre le vendredi 17 février à 23h59, quand le gouvernement a dit terminé, on atteint la limite qui est prévue par l'article constitutionnel qu'on utilise, et donc on demande l'arrêt du débat à l'Assemblée nationale et que le texte parte au Sénat. Je m'apprêtais à défendre l'amendement Bayrou, en quelque sorte, que nous avions, nous, insoumis, déposé. Peut-être que c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas qu'on en parle aussi et que ça les arrangeait bien qu'il soit 23h59 ce jour-là. Je le dis un peu avec humour aussi, mais vous voyez que même des propositions qui sont portées par des députés de droite, par des députés comme M. Bayrou, même par les députés qui sont avec M. Philippe sur les questions des carrières longues, je vais dire un mot, pour eux c'est trop. Alors même qu'à l'automne, le président du MEDEF disait, nous, la réforme des retraites, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est les prix de l'énergie qui font qu'aujourd'hui, les entreprises, les artisans, les industries ne peuvent plus et sont menacés de faillite. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait sur les difficultés de recrutement qu'ils rencontrent. Monter les salaires, déjà, vous trouverez un peu plus facilement, mais il y a peut-être d'autres questions de formation ou autres qui pourraient être travaillées. Eh bien, même quand le MEDEF dit que ce n'est pas la priorité, le gouvernement, et en l'espèce M. Macron, parce qu'il faut aussi dire les choses comme elles sont, s'entête et en fait une question d'ego. Vous avez des articles de presse où il dit « c'est mon autorité qui est en jeu ». Non, ce n'est pas son autorité qui est en jeu, pardon, c'est la retraite des Français. Et il y en a assez de cette monarchie présidentielle où le caprice d'un homme est censé mettre au pas tout le pays, et y compris le Parlement. Donc, comme ils se sont mis dans cette situation, ils ont été obligés de mentir pour faire croire que leur projet était un projet juste. Vous l'avez vu, je crois, assez clairement. D'abord sur la question de cette fameuse retraite minimale à 1 200 €. Quand vous prenez les professions de foi d'Emmanuel Macron pour l'élection présidentielle, au premier tour, il vous dit une retraite minimale de 1 200 € pour une carrière complète. Au deuxième tour, il a oublié d'écrire pour une carrière complète. Donc tout le monde se dit une retraite minimale à 1 200 € pour tous. Après, vous avez le gouvernement qui dit ce sera pour tout le monde, 2 millions de retraités. Bon, je dis non, quand on regarde dans le détail, c'est pas vrai, ou alors on ne parle pas de la même réforme. Alors on leur pose la question une fois, 2 fois. Après, on a un ministre, c'est du SOP, qui nous dit 40 000. Ça ne colle pas avec les chiffres qu'on avait nous non plus, quoi. Après, il nous dit de toute façon, je n'ai pas de compte à vous rendre.
Un ministre qui parle comme ça à l'Assemblée nationale, bah si, justement, c'est le principe, s'il y a un Parlement, c'est pour que le gouvernement rende des comptes aux parlementaires, mais bon. Et puis vous avez un député de la NUPES, Jérôme Guedj, un socialiste, qui était déjà un frondeur sous Hollande, il a une mission particulière à l'Assemblée qui lui donne le droit d'aller demander les documents à la sécurité sociale. Donc bah, il y allait. Et il a dit qu'en gros, bah, c'était 12 500 personnes par an qui accéderaient aux 1 200 € de pension, de retraite minimum. 12 500 par an, et pas 2 millions, comme le gouvernement avait commencé à le dire. Et ils savaient très bien, quand ils le disaient, que ce n'était pas vrai. Donc ils ont volontairement menti. Ils l'ont fait sur d'autres sujets aussi. Quand ils nous ont dit « les femmes seront les grandes gagnantes », c'est le ministre Riester, on l'a un peu surnommé le ministre de la vérité, parce qu'au moins lui, il disait les choses tranquilles, qui a vendu le poteau rose, en disant non, les femmes, effectivement, vont devoir supporter 60% des économies de cette réforme. Et d'ailleurs, vous aviez, le ministre Le Maire avait dit la même chose, il avait dit les inégalités hommes-femmes, c'est une vraie question, mais là, on parle des retraites, c'est pas le sujet. Cette réforme n'est pas là pour corriger ça. Alors pourquoi les autres disaient le contraire en essayant de nous faire croire que c'était une réforme féministe? Les femmes, aujourd'hui, avec cette réforme, vont voir leur durée de travail plus allongée que les hommes. Parce que pour accéder à une carrière complète, compte tenu des temps partiels qui font que les salaires sont plus faibles et donc pas totalement pris en compte, compte tenu des arrêts de travail pour élever les enfants, compte tenu de toutes ces situations d'inégalité au cours de leur carrière, pour compenser le fait qu'il va falloir cotiser plus longtemps, parce qu'il y a ça aussi dans la réforme, vont devoir, elles, rester au travail plus longtemps que les hommes qui eux-mêmes sont pénalisés par cette réforme. C'est donc en quelque sorte une double peine. Et on nous dit, oui, mais on va prendre en compte les congés parentaux dans le calcul des droits à la retraite, comme une avancée. C'est vrai que c'est une avancée. Combien de personnes sont concernées? Combien de femmes? 3 000. Donc vous en avez plusieurs centaines de milliers qui vont être pénalisés, et les autres, et 3 000 qui vont être pénalisés, mais avoir quand même un petit quelque chose en plus. De la même façon, là, il y a l'amendement qui a été discuté au Sénat pour que les femmes aient une surcote quand elles partiront à 64 ans, qu'on bonifie leur retraite de 5%. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui a tous ses trimestres à 62 ans et qui décide d'aller jusqu'à 64 ans, il a une surcote de 10%. Et donc, le fait d'avoir demain une surcote de 5%, c'est peut-être moins pire par rapport au texte du gouvernement, mais c'est quand même pire qu'aujourd'hui. Il ne faudrait quand même pas qu'on arrive à nous faire croire que moins pire qu'aujourd'hui, c'est mieux. C'est ce qu'ils essayent de faire, mais vous êtes assez intelligent pour le comprendre. Dernier point sur les dangers. Il y en a plein d'autres, j'en ai long, mais je ne vais pas tout vous dire. Les carrières longues. Les gens qui ont commencé à travailler avant 20 ans. Là encore, tout le monde est perdant. Aujourd'hui, ça ouvre le droit au départ à 60 ans dans certains cas. Demain, ce ne sera pas 60 ans. Ce sera repoussé un peu plus tard pour tout le monde. Et surtout, l'aberration. Les gens qui ont commencé à 17 ans devront cotiser 43 années. Les gens qui ont commencé à 18 ans devront cotiser 44 années. Mais ceux qui ont commencé à 19 ans auront, eux, que 43. Parce qu'ils sont commencés à un âge impair. Et à 20 ans, ce sera 44. Et donc, vous avez, parmi tous ceux qui ont commencé avant 20 ans, certains devront cotiser 43 ans, ce qui sera pire qu'aujourd'hui de toute façon, et d'autres 44. Donc, même entre ces catégories-là, même entre ces personnes-là, il y a une injustice. Et quand on a dit, mais dans ces cas-là, c'est même pas nous qui l'avons dit, c'est le député LR, là, Pradier. Il a dit, 43 ans pour tout le monde. Nous, on est plutôt pour revenir à 40 années, pas aller à 43, mais lui au moins, il dit, c'est pas juste que selon que vous ayez commencé à travailler à un âge pair ou un âge impair, vous n'ayez pas la même durée de cotisation, alors que vous avez tous commencé à cotiser avant 20 ans, et qu'en plus, du coup, celui de 19 ans qui a commencé à 19 ans est avantagé par rapport à celui qui a commencé à 18 ans. C'est absurde, mais même ça, ils n'ont pas voulu le corriger. Voilà un peu les principaux griefs, les principales critiques qu'on porte contre cette réforme, et je crois qu'on les a largement exposés, y compris parce que le débat parlementaire a été long,
grâce au travail d'amendement, je sais que ça fait discuter, mais s'il n'y avait pas eu le travail d'amendement, en quelques jours, c'était fini. Et il a fallu, pendant 15 jours, leur poser, combien de fois, je ne sais plus, la question. Et les 1200, c'est pour qui? Et les carrières longues, c'est comment? Et les femmes, qu'est-ce que vous en dites? Et est-ce qu'il y aura bien 90 000 chômeurs de plus? Et c'est à force de répéter que d'autres, des journalistes, des économistes, ont pu déployer aussi dans leur champ d'intervention ces arguments qui ont fini par révéler les mensonges. Voilà. Ils ont perdu. Ils ont perdu la bataille de l'argumentation. Plus ils parlent, plus vous êtes contre. Ils ont perdu la bataille de l'horizon. Nous proposons un horizon. La retraite à 60 ans, 40 annuités, la mise à contribution des grandes fortunes, des super-profits, des dividendes, pour remettre de la justice fiscale et de la justice sociale, pour qu'on puisse avoir le droit au bonheur, le droit de s'engager dans des associations, le droit de s'engager dans sa commune, le droit de s'occuper de ses petits-enfants, le droit de ne rien faire quand on a passé une vie à travailler. Et comme ils ont perdu ces batailles, il ne leur reste plus que la brutalité. Et c'est pour ça qu'ils reparlent du 49-3. C'est pour ça qu'ils nous disent, et qu'ils disent à leurs députés, si vous votez contre, vous serez exclus du groupe. Et que vous avez Macron qui dit, si vous ne votez pas, je dissous l'Assemblée. Chiche. Moi, s'il faut recommencer une campagne, on recommencera une campagne. On parlera des retraites, ça fera un référendum sur cette question. Mais nous n'acceptons pas, je le dis en blaguant, mais le principe que le caprice, comme je l'ai dit, du prince doit mettre toute la société, tout le pays au pas, ça n'est pas acceptable. Et c'est une brutalité démocratique, et c'est pour ça que la question que nous défendons, nous, de la 6e République, du changement des institutions, pour que le Parlement puisse débattre, pour que les Français puissent se prononcer souverainement par référendum, lorsqu'il le faut, en révoquant leurs élus, lorsqu'ils ne tiennent pas leurs promesses, eh bien, que c'est aussi ces questions-là qui viennent dans la discussion par l'autoritarisme du gouvernement. Voilà, rien n'est joué, je pense qu'on va gagner. Ça dépend de la mobilisation. C'était très très fort mardi. La grève est bien engagée dans certains secteurs. Il y a des manifestations encore ce samedi, à Nantes à 14h au Miroir d'eau, à Saint-Nazaire à 11h devant la gare. Il y en aura d'autres la semaine prochaine. Et comme je vous l'ai dit, sur le CPE, même après le vote, même après le 49-3, ils ont quand même plié. Donc cette fois-ci, ils plieront aussi. Voilà. Merci à vous. Et bien sûr, maintenant, c'est à vous la parole. Tu as un deuxième micro, c'est ça? Bon, merci Mathias, merci Christelle. Donc voilà, si vous avez des questions à poser à Mathias, je vais passer parmi vous, je vous passerai le micro et il essaiera d'y répondre. Voilà, à vous. Oui, parce que tout le monde ne t'entendra pas. Et puis il y a la caméra. Bonsoir, monsieur le député. Bonsoir, madame la suivante. Merci beaucoup. Monsieur le député, vous parliez tout à l'heure de référendum. Et Marie Le Pen en a parlé ce matin, je crois, à la radio, en proposant un référendum sur la retraite. Donc, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. On va rester poli. Je vais répondre sur le référendum. Non, mais on peut prendre plusieurs questions s'il y en a d'autres, là-bas au fond. Attends, je vais les noter. Oui, bonsoir, merci Mathias pour ton intervention. Donc Hervé Carreau, j'ai été élu pendant 12 ans comme conseiller municipal ici à Savenay dans l'opposition. Juste assez pour la présentation. Deux remarques plus que deux questions. Tu parlais, pour rebondir sur ce que tu disais à la fin de ton propos, sur la 6e République, notamment comment tu vois la réforme du Sénat, puisque là, on a eu la preuve que malgré l'opposition populaire assez forte, les sénateurs, comme si de rien n'était, ont voté la loi pour la passer à 64 ans,
ça dérange personne. Là, je crois qu'il y a un sujet aussi de société et de mode de fonctionnement de notre société pour revoir cette institution, en sachant qu'au mois de septembre, on aura des élections sénatoriales, donc c'est peut-être aussi l'occasion d'en parler. L'autre chose aussi, c'est que là où je suis inquiet, je suis pas aussi optimiste que toi sur la suite, parce qu'en 1995, on a fait reculer justement déjà sur les retraites, on a fait reculer Juppé, mais les grèves, pour ceux qui s'en souviennent, les grèves, notamment encore plus en région parisienne où j'étais à l'époque, les grèves ont été vraiment très, très fortes et très, très longues. Hein, le pays a été bloqué pendant 15 jours, 3 semaines. Là, le gouvernement a cédé. Le CPE, il a fallu aussi de fortes mobilisations. Là, on sait que globalement, et heureusement, et tant mieux, il y a eu de grosses mobilisations, mais apparemment pas suffisantes pour le gouvernement actuel. Donc, jusqu'où il faudrait aller pour faire plier ce gouvernement? Je précise qu'il n'est pas interdit aux femmes de poser des questions. Et qu'il n'est pas interdit aux hommes de laisser les femmes poser des questions. Oui, Mathias, merci pour ton intervention. J'ai cru comprendre que pour cette réforme des retraites, on était sur un règlement un peu particulier. Et j'ai entendu aussi que si vous n'arriviez pas à vous mettre d'accord, les sénateurs et les députés, le gouvernement avait le droit de procéder par ordonnance à la fin pour mettre tout le monde d'accord. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est possible? Est-ce que du coup, ça ne sert plus à rien de débattre? Ça sert encore de combattre. On en prend une autre, Mathias, qui répond après. Ouais. Oui, c'est Christiane. Oui, elle est pas terrible. Bon. Là, je suis oui, donc, moi, j'aurais bien voulu que tu nous parles du régime extrêmement particulier des sénateurs, des députés, des ministres, aussi des militaires, enfin de tous ces régimes qui échappent à la suppression des régimes spéciaux. Hein, et comment est-ce qu'on puisse arriver à de telles aberrations, quoi. Donc déjà la suppression des régimes spéciaux c'est une aberration, mais alors qu'il y en a qui échappent à ça, c'est une injustice. Voilà, et c'est déjà pas mal, je poserai d'autres questions plus tard. Oui, quand la commission paritaire, là, 7 sénateurs et 7 députés, va se réunir, quand ça reviendra à l'Assemblée nationale, c'est sur quel texte que vous allez discuter? Sur celui qu'ils auront mis en place, eux, ou... Une dernière? Oui. Attends, non, enfin une dernière. Non, on pourra en faire une tournée après. Oui, Mathias, devenir syndicaliste. On a appris très récemment, aujourd'hui, que le corps est en train de travailler sur la question de la pénibilité, qui devrait donner le 23 mars complément d'information sur le traitement de la pénibilité, avec, voilà, on ne sait pas ce qu'on peut deviner comme contenu, certainement pas pour peut-être évoquer l'ensemble de ce qui était retenu par le gouvernement, mais savoir s'il y avait des éléments là-dessus, et puis savoir quelle possibilité a le corps de finalement participer à cette réforme par le biais de cette pénibilité, sachant que nous, ce qui nous pose principalement souci, c'est qu'on tient compte de la pénibilité quand les gens sont usés, et qu'on n'a pas le principe de la prévention, c'est-à-dire d'éviter que les gens arrivent à l'usure. Donc si tu as d'aussi bonnes oreilles et des yeux que nous, on est preneurs. Oui, je vais peut-être commencer par celle-là, puis je vais garder le cours de droit constitutionnel pour après, parce que le gouvernement est très fort pour faire appel à des dispositifs qui n'ont jamais été utilisés, donc il faut effectivement de l'explication. Je ne savais pas que le corps avait prévu de travailler sur la question de la pénibilité, mais si ça est tombé aujourd'hui, c'est que j'ai pas eu le temps de le regarder.
D'abord, il y a la critique globale, indépendamment de ces critères de pénibilité, la réforme est mauvaise. Sur les critères de pénibilité, ce qui existait avant que Macron arrive, c'était une série de critères qui permettaient d'avoir un départ un peu anticipé par des gains de trimestre. Ils ont supprimé les principaux critères. Là, dans la réforme, on passe de ce principe de prévention de la pénibilité, avec des facteurs d'exposition, le bruit, les ports de charges lourdes, le travail en extérieur, etc., donc des facteurs d'exposition pour les salariés, à l'idée de l'usure professionnelle constatée par un médecin. Donc déjà, ça veut dire qu'il faut qu'on passe d'une protection collective à une protection individuelle, et qu'on passe du fait que c'est de la prévention au fait d'être soi-même abîmé, cassé. Il faut que le médecin puisse constater. Alors que le principe pour nous, c'est justement d'éviter d'en arriver là. Et notamment, on sait que plus on avance 50, 55, 60, 62, 64, plus le geste répété ou l'accident du travail va provoquer une usure, parfois une douleur telle, plus fortement, plus on avance dans la vie. Donc, ça n'est pas une bonne réponse. En plus, on dit que ça doit être constaté par un médecin. Mais quel médecin? Qui connaît l'état de la médecine du travail dans notre pays? Qui connaît, sans même parler de la médecine aussi de ville, qui est aussi bien entamée. Donc, ça n'est pas un dispositif satisfaisant sur le principe, mais en plus, c'est un dispositif qui ne sera pas applicable. Et les salariés ne pourront pas faire valoir, y compris leur usure, quand ils en ont, de notre point de vue. Donc, on est évidemment opposé. Par contre, le corps travaille sur un autre sujet, à la demande du gouvernement, qui est la question dite des droits familiaux. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, le fait que quand vous êtes une femme, que vous avez des enfants, vous avez une bonification en trimestre. Vous avez droit à 4 trimestres quand vous êtes salarié du privé, 2 trimestres quand vous êtes dans la fonction publique. Preuve que leur réforme n'est pas complète, n'est pas aboutie, n'est pas suffisamment travaillée. Ce serait un motif de la retirer pour dire au moins on retravaille, et on revient à quelque chose de global, au lieu de dire bah non mais sur la pénibilité le corps va nous redire des choses, et puis sur les droits familiaux on verra dans la loi de l'année prochaine, etc. Parce que là aussi, ils nous disent on va essayer d'harmoniser, d'accord, mais comment? Vous allez réduire la bonification des femmes qui travaillent dans le secteur privé? Ou vous allez augmenter la bonification des femmes qui travaillent dans le secteur public? Permettez-nous de douter de la deuxième option. On n'a pas l'impression que ce soit la pente générale. Mais peut-être qu'on nous proposera de faire 3-3, comme ça, vous voyez, c'est moins pire qu'avant. Donc là encore, il y a une entourloupe. On ne peut pas voter une réforme des retraites en mars, et puis revenir nous voir en octobre dans le budget de la sécurité sociale pour l'année prochaine en changeant les droits familiaux qui donnent des droits à la retraite. Il faut que tout ça soit traité de façon globale. Sur la question des différents régimes spéciaux, nous on s'est battu contre la suppression des régimes spéciaux. Déjà dans le texte, ils ne sont pas tous concernés. De mémoire, il y en a 5 ou 6 qui sont supprimés, et il y en a au moins autant qui continuent à exister, par exemple celui des avocats. Et pour ce qui est des ministres, président de la République ou sénateurs et députés, le régime des députés depuis la mandature précédente est aligné sur le régime général. Par contre, le régime des sénateurs ne l'est pas. Et lorsque la question a été posée, la réponse du gouvernement, ça a été de dire seul le Sénat peut modifier le régime de retraite des sénateurs parce que c'est un règlement précis et c'est eux qui ont la main dessus. Alors, c'est vrai juridiquement, politiquement c'est faux, compris parce que du coup c'est de l'argent qui est pris sur le budget de l'État pour être versé au Sénat, donc à un moment il y a bien un vote qui est fait. Et puis ensuite, vu que manifestement le Sénat est si important aux yeux du gouvernement, ça aurait peut-être pu faire partie de la discussion. Manifestement, ce n'est pas le cas, et les sénateurs actuellement ont un régime où un mandat leur donne droit à une pension de 2200 € par mois. Et si vous faites 2 mandats, vous avez droit à 2 fois ça, 3 mandats. Là. Comme Gérard Larcher en est à son 5e mandat, vous pouvez faire les calculs. En revanche, sur les militaires, alors militaires, policiers,
et d'autres types. Ce n'est pas des régimes spéciaux, parce que ce sont des agents publics, mais ils sont dans des dispositifs qu'on appelle actifs. Enfin, oui, c'est ça. Carrière active, enfin, je sais plus. Service actif, voilà, excusez-moi. En revanche, les militaires sont concernés par l'augmentation des 2 ans. Et d'ailleurs, en commission de la défense, les députés avaient voté contre. Notamment les députés de la NUPES, mais pas que. Et on n'a pas eu le plaisir d'avoir cette discussion dans l'hémicycle. De même, M. Darmanin, qui fait des grandes phrases sur son amour pour la police, il est en train de faire en sorte que tous les policiers du pays sont condamnés à travailler 2 ans de plus. Et que c'est nous, soi-disant anti-flics, qui défendons le fait que les policiers, comme les autres, ne doivent pas se voir imposer 2 ans de travail supplémentaires. Donc, là encore, il faut aller au-delà des effets d'annonce et de tribune. Sur le Sénat, la révision constitutionnelle, etc., bon, moi, je suis un partisan de la 6ème République, j'ai jamais été un défenseur du Sénat, et clairement, aujourd'hui, le principe même de l'existence d'un Sénat devrait être discuté dans le processus constituant qu'on propose, à mon avis, et si tant est qu'il y en ait un, en tout cas celui qui est là, le mode d'élection qui aujourd'hui est utilisé est totalement injuste, parce qu'il revient, vous avez des départements où c'est du scrutin majoritaire, où on vote pour une personne, et puis d'autres où c'est la proportionnelle selon la population. Et donc il y a une injustice, puisque dans certains territoires, on pourrait appliquer la proportionnelle, mais ce n'est pas le cas, et ça finit par déformer la représentation et donner ce Sénat avec une majorité essentiellement de droite, puisque, souvenez-vous, le Sénat a été présidé par un socialiste pendant 3 ans seulement, je crois, à un moment où le PS, essentiellement, dirigeait 21 régions sur 22, plus de 60 départements sur 100, la majorité des communes. Il fallait vraiment être dans des proportions extravagantes, qui d'ailleurs, du fait de la politique de François Hollande, n'ont pas duré longtemps, mais pour arriver à avoir une petite majorité au Sénat, alors qu'il suffit aux Républicains essentiellement d'être même minoritaires dans les territoires pour avoir une majorité au Sénat. Donc il y a clairement quelque chose qui ne va pas. Et effectivement, il y a des élections sénatoriales dans ce département au mois de septembre. Vos élus, vos maires notamment, et puis une partie des conseillers municipaux y voteront. Donc vous avez le droit de leur demander pour qui ils voteront, notamment quand ils vous ont dit « Moi, je ne fais pas de politique, je suis un maire sans étiquette ». Vous avez le droit de leur demander pour quel sénateur sans étiquette il va voter. Parce qu'aujourd'hui, des sénateurs sans étiquette en Loire-Atlantique, il n'y en a pas. Vous avez un sénateur écolo, 2 sénateurs socialistes, 2 sénateurs de droite. Et les 2 de droite ont voté les 64 ans. Donc vous avez le droit d'aller demander à vos maires, est-ce que tu as prévu de voter pour un sénateur qui vient de voter les 64 ans? Ou pas, par exemple. Enfin, vous faites comme vous voulez. Mais voilà. Sur le côté optimiste, bah oui, je suis optimiste par la volonté. Il y a aujourd'hui, clairement, on nous avait dit au départ, vous voyez, les Français sont résignés, il y a l'inflation, le 19 janvier, ça va être une petite manif, puis vous verrez, les gens vont se calmer. Patatras, très fort. Après, on nous dit, le 31, vous savez, la 2e journée, c'est compliqué, il y avait plus de monde. Après, on nous a dit, oh ouais, le samedi, réussi. Là, on nous a dit, le 7 mars, c'est après les vacances. Bon, puis les gens voient bien, puis il y a eu le bazar à l'Assemblée. Encore plus de monde. Donc oui, on a des raisons d'être optimistes. En tout cas, on a des raisons de combattre. Ça, c'est clair. Après, sur la procédure elle-même, le gouvernement fait appel à un projet de loi de finances de la sécurité sociale rectificatif. PLFSSR. Qu'est-ce que c'est? En gros, le budget de la sécurité sociale. Chaque année, il est voté dans un texte spécifique, PLFSS, projet de loi de finances de la sécurité sociale. Là, ils ont fait en sorte de mettre quelques éléments qui s'appliquent dès cette année 2023 pour pouvoir faire un projet rectificatif, alors même que l'essentiel des mesures est censé s'appliquer pour très longtemps, et que donc ils auraient dû à minima le faire dans un vrai projet de loi de finances de la sécurité sociale à l'automne et pas dans un truc rectificatif. Mais ils ont dit non, mais comme on va commencer à augmenter la durée de cotisation au mois de septembre, ça concerne l'année 2023, donc même ce qui est après, on peut tout mettre dedans. Pourquoi ils ont fait ça? Pour 2 raisons. La première, c'est que sur ces textes budgétaires,
ils peuvent utiliser l'article 49.3 et imposer le texte sans vote, sans que ça décompte du nombre de 49.3 qu'ils ont le droit d'utiliser dans une année, qui sinon est limité à 1. Donc s'ils veulent pouvoir l'utiliser sur je ne sais pas quel texte, le projet de loi sur le nucléaire, le projet de loi sur l'immigration, sur lequel Gérald Darmanin a l'air d'avoir bien du mal à avoir une majorité, etc., il fallait qu'ils fassent un texte budgétaire et pas un texte réforme des retraites. Mais c'est honteux, parce que le contenu, il y a des choses qui ne sont pas des mesures de financement. On a parlé de l'index sur les seniors, par exemple, ça n'est pas une mesure budgétaire. C'est une mesure de politique économique, sociale. D'ailleurs, ça ne sert pas à grand-chose, mais ça n'a rien à faire dans un texte comme ça. Donc ça, c'est le premier point, ça leur permet de faire un 49.3 sans que ça compte dans leur droit de tirage du 49.3. Deuxièmement, effectivement, la discussion des projets de loi de finances et des projets de loi de finances de sécurité sociale, des budgets de la Sécu, est encadrée par un article particulier de la Constitution, qui est l'article 47-1. Pour ça, je vous dis c'est un peu un cours de droit constitutionnel, parce que même nous, celui-là, on l'avait un peu oublié. Qui dit quoi? Qui dit l'Assemblée nationale a 20 jours pour se prononcer. C'est pour ça que le 17 février, ils ont dit ça fait 20 jours, on arrête. Parce que ça compte aussi le temps avant l'hémicycle, où on discute en commission, etc. Après, donc 20 jours. Après, ça part au Sénat. Et le Sénat a 15 jours pour discuter. Ça s'arrête ce dimanche à minuit. Si les députés n'ont pas fini l'examen, eh bien, le gouvernement repart au Sénat du texte qu'il veut, soit celui qu'il avait mis au départ, soit celui que les députés ont modifié, mais c'est lui qui choisit. Et si au bout de 50 jours, le texte n'est pas adopté, effectivement, le gouvernement peut décider de le mettre en œuvre par ordonnance, c'est-à-dire que c'est le gouvernement qui écrit la loi au lieu d'être le Parlement. Il y a quand même des obstacles. C'est que ça ne s'est jamais vraiment fait, et donc c'est pour ça que vous avez des articles qui vous disent que peut-être il y a un risque que ce soit inconstitutionnel. Bon, je ne sais pas si le Conseil constitutionnel aura la témérité de prendre cette décision. On sait que souvent, il s'arrange aussi un peu, mais peut-être. Et puis, si le texte n'est ni voté à l'Assemblée, ni voté au Sénat, c'est-à-dire s'il n'arrive pas au bout de l'examen du texte ce dimanche, bah, c'est quand même un texte qui n'aura jamais été voté nulle part. Quand même. Peut-être que légalement, constitutionnellement, ils en auraient peut-être le droit, même s'il y a beaucoup de constitutionnalistes qui disent que ce n'est pas le cas, mais démocratiquement, c'est quand même un scandale de plus. Effectivement, si à la fin de ces 15 jours, au Sénat, il y a la possibilité de réunir une commission mixte paritaire de 7 députés et 7 sénateurs qui sont censés essayer de voir s'ils peuvent aboutir à un texte commun, parce qu'on n'a pas voté les mêmes amendements, etc. Donc, voilà. D'abord, moi je me demande bien quel est le mandat des députés qui vont siéger dans cette commission, puisqu'il n'y a pas de texte adopté à l'Assemblée nationale. Donc c'est déjà une faiblesse. Ensuite, on sent que ça va être une magouille, un arrangement, un accord, un dialogue entre la Première ministre et LR pour essayer de sécuriser au maximum le vote à l'Assemblée nationale. Mais il faudra que les LR s'accordent entre eux, entre l'Assemblée et le Sénat, parce qu'eux-mêmes n'ont pas voté la même chose. S'il n'y a pas de texte, si la Commission n'arrive pas à se mettre d'accord, le texte repart pour une discussion à l'Assemblée sur l'ensemble des articles, puis une discussion au Sénat, puis il revient à l'Assemblée en dernière lecture. Là, on sera au-delà des 50 jours. Si, à l'inverse, il y a un texte commun de cette commission mixte paritaire qui aura lieu mercredi matin, eh bien, le texte revient devant l'Assemblée et devant le Sénat, mais c'est à prendre ou à laisser. Voilà le texte sur lequel on s'est adopté, êtes-vous pour, êtes-vous contre? Et même chose au Sénat, et il n'y a pas d'amendement. Et c'est là, sur ce vote-là, que peut-être, du coup, la Première ministre se dirait, même comme ça, je ne suis pas sûr d'avoir la majorité, paf, 49.3. Donc elle peut faire 47.1 plus 49.3. C'est comme au billboard, vous avez le droit de mettre autant de pénalités que vous voulez, sauf que, à la fin, c'est pas dit que ça passe. Parce que le CPE, la mobilisation, et puis peut-être que, en tout cas, il est clair que s'il y a un recours à l'article 49.3, il y aura une motion de censure qui sera déposée et qu'on fera le maximum pour faire en sorte qu'elle soit adoptée. Voilà, qu'est-ce que j'ai oublié? La question sur le référendum et Marine Le Pen. Nous, notre revendication de départ, c'est le retrait de cette réforme. Et
la question du référendum, on l'a défendue, on la propose et on la défend encore maintenant, comme une manière, on va dire élégante, de proposer au gouvernement une porte de sortie. Vous voulez pas retirer? Comprends, vous avez un peu d'orgueil. Faites un référendum et vous verrez bien que les Français tranchent. On a déposé, nous aussi, une motion référendaire pour que l'Assemblée se prononce. Le règlement de l'Assemblée prévoit qu'il n'y en a qu'une, donc la nôtre. Sauf que la présidente de l'Assemblée a décidé d'enregistrer une autre motion référendaire qu'avait déposée le Rassemblement national et de procéder à un tirage au sort pour faire en sorte que ce soit la motion de l'extrême droite qui soit discutée. On a décidé d'aider le dépôt d'une troisième motion référendaire par un autre groupe, qui est un groupe d'élus indépendants, il s'appelle l'IOT. Vous n'en avez jamais entendu parler. Là-dedans, il y a des députés corses, il y a un député breton, il y a des élus divers droite, divers gauche, un peu de tout. Et on a dit, déposez-la. Et là, la présidente a dit, ah non, celle-là, on ne l'enregistre pas, parce qu'on a déjà fait le tirage au sort pour que ce soit la motion de l'extrême droite. Donc c'est là qu'on a protesté en disant qu'on n'acceptait pas. C'était l'ouverture du débat sur les retraites. Donc on a dit, nous, si ça commence comme ça, hors de question. Donc c'est pour ça qu'on a refusé de participer à cette mascarade. Maintenant, j'en viens vraiment sur l'extrême droite. Le Rassemblement national, ils ont déposé à peine 200 amendements sur ce texte. Ils ont déposé moins d'amendements que les députés macronistes eux-mêmes. Ils ont voté contre les amendements qu'on a déposés pour taxer les dividendes, les super-profits, etc. Ils ont proposé, et ils proposent, des exonérations de cotisations supplémentaires, soi-disant pour augmenter le salaire net sans avoir à augmenter le salaire brut. En gros, que les cotisations qui sont payées par les salariés sur leur salaire brut, il y en ait moins pour qu'on augmente le salaire net sans que ça coûte plus cher à l'employeur. Si on fait ça, on retire encore des cotisations à la sécurité sociale. Et après, on viendra nous dire, il n'y a pas d'argent pour la sécurité sociale, donc il faut faire une réforme des retraites, etc., etc. Et dernier point, dans le programme qu'elle a porté à l'élection présidentielle, Marine Le Pen défendait une retraite à la carte. C'est-à-dire que selon l'âge à laquelle vous aviez commencé, c'était 60 ans, puis selon c'était 62, et puis pour d'autres c'était 63, puis 64, puis jusqu'à 67 ans. Je ne vois pas quel est l'intérêt des salariés à soutenir de telles mesures. Ni pour l'âge de la retraite, ni pour la sécurité sociale, ni comme force d'opposition à la réforme du gouvernement. D'ailleurs, je ne l'ai jamais vue dans une seule manif, peut-être parce qu'elle n'y serait pas forcément la bienvenue. Mais en tout cas, aujourd'hui, la question, clairement, c'est la mobilisation, la grève, la lutte, et c'est le travail que nous on fait pour essayer d'empêcher l'adoption à l'Assemblée de ce texte. Et c'est le travail qu'on a fait, voilà. Et tout ce qu'ils ont proposé, le RN, c'est le dépôt d'une motion de censure le dernier jour, là, le vendredi 17 février. Mais ce n'était pas une motion de censure, c'était une motion de clôture, pour dire le débat est fini. Le gouvernement, on n'est pas d'accord avec lui, et on vote une motion, on est sûr de la perdre, parce que le rapport de force à ce moment-là était sûr, et puis parce que le fait que ce soit une motion de l'extrême droite les condamne à être minoritaires, parce qu'il n'y a pas dans l'Assemblée des gens, une majorité de gens pour voter un texte qui vient de l'extrême droite. Et donc, il proposait en fait de tourner la page. Il voulait, comme le gouvernement, que le débat s'arrête le 17 février. Il ne voulait pas que le débat rebondisse, parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec la mobilisation sociale, parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec la grève et les grèves qui se développent, parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec les manifestations. Et y compris, vous avez des élus de leur parti qui régulièrement ont des propos contre les syndicalistes, contre le droit de grève, contre les blocages. Là encore, la semaine dernière, en commission sur le projet de loi nucléaire, vous avez une députée RN qui prend la parole, qui dit « Quoi qu'on pense du nucléaire ?» Il dit « Ah, mais si on veut faire un nouveau nucléaire, il y a une entrave, c'est le code du travail. » Tel quel. Et je l'ai reprise. On s'est regardé avec un collègue communiste, pour le coup on n'est pas d'accord sur le nucléaire, lui et moi, et on s'est demandé lequel de nous deux répondait. Parce qu'on était d'accord pour dire que le code du travail n'est jamais une entrave, si ce n'est une entrave à l'exploitation des salariés. Et toujours une protection, et que c'est pour ça que quoi qu'on pense du nucléaire entre communistes et insoumis, nous sommes d'accord pour défendre ensemble le droit du travail, et ça vous dit l'état d'esprit de l'extrême droite à l'égard des travailleurs.
qu'il y a d'autres... Je parle trop longtemps, c'est ça? Il faut le dire. J'en profite parce qu'à l'Assemblée, des fois, c'est coupé. Oui, bonsoir, je te laisse te désaltérer un peu. Merci. Moi, je voudrais revenir sur une espèce d'organisme décroissant de la Ve République qui s'appelle le Conseil constitutionnel. D'abord, une remarque, je constate qu'en ce moment, ils avalisent tout. Ils avalent tout. Tout passe comme une fleur au Conseil constitutionnel. Pourtant, je me dis encore, tout à l'heure, tu as dit, il y avait notamment l'index senior, qui était un truc de... Enfin, on appelle ça des cavaliers, je crois, un peu en termes... Vous êtes calé, hein? En termes constitutionnels, mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer une saisine du Conseil constitutionnel, et est-ce que c'est foutu d'avance, ou est-ce qu'on peut espérer que le Conseil censure des trucs qui dépassent largement le cadre, tu l'as dit, d'un projet de loi rectificatif de la sécurité sociale? Est-ce qu'on peut espérer ça? Est-ce qu'il y a d'autres... Alors, je partage une partie de la critique sur le Conseil constitutionnel, pas tout. Moi, je pense que le fait qu'il y ait une cour qui garantisse, je sais, j'ai bien compris, une cour qui garantisse le respect des droits fondamentaux, c'est nécessaire dans une démocratie. Aujourd'hui, par contre, clairement, le Conseil constitutionnel ne remplit pas ce rôle. Parce qu'il y a toute une série de sujets sur lesquels les droits fondamentaux, ça n'a pas l'air d'être sa préoccupation première. Certains, c'est moins le cas, c'est vrai. Et puis parce qu'il a une autre fonction qui est le contrôle de la constitutionnalité, y compris de la procédure, des armes qui sont utilisées, etc. Et clairement, là, on a un doute, pour le dire comme ça. Est-ce qu'on peut le saisir? Oui. Est-ce qu'on le fera? Oui. Est-ce qu'il censurera certaines dispositions? C'est possible. Est-ce qu'il censurera les principales? C'est pas certain. Donc il vaut mieux se donner les moyens d'en obtenir le retrait ou la défaite par nous-mêmes que de compter sur la décision d'une instance comme le Conseil constitutionnel. Mais on fera le travail, on ira... et parfois, il y a des surprises. Donc peut-être que... En tout cas, il y a eu des articles de presse qui disent que Laurent Fabius trouve que la méthode est un peu cavalière, pour le coup. Il y a des constitutionnalistes qui donnent des arguments. Nous, on en a soulevé un certain nombre sur la clarté, sur la sincérité du débat, sur le fait que certaines dispositions n'ont rien à faire là, sur le fait que le gouvernement fait référence dans un texte à des dispositions qui n'ont jamais été adoptées par le Parlement, puisque sa loi de programmation des finances publiques sur plusieurs années, nous l'avons rejetée, et ils maintiennent une référence dans le texte. Donc on va essayer, on va pousser, on utilisera toutes les méthodes, mais c'est pas forcément c'est pas forcément là-dessus qu'on compte le plus. Voilà, même si pour nous, la méthode, la manière démocratique avec laquelle c'est fait est une critique de plus. Je reviens juste un point sur cet article 47.1. On n'avait pas examiné tous les articles, mais on en avait examiné un certain nombre, notamment l'article 2 sur l'index senior, et on l'avait supprimé à l'Assemblée. Eh bien, quand le gouvernement a transmis son texte au Sénat après l'Assemblée, il a réintroduit l'article 2. Pour le coup, il y avait eu un vote à l'Assemblée. On ne peut pas nous dire, oui, mais l'Assemblée ne s'était pas prononcée. Donc, est-ce que ça veut dire que si on était arrivé à l'article 7, qu'on l'avait supprimé, il l'aurait remis aussi? Donc, c'est une comédie. Et donc, nous avons eu raison de dire que c'était une comédie et que nous ne participerions pas à rester dans ce cadre-là. Voilà. Et y compris, d'ailleurs, c'est une restriction du débat qui est je l'ai dit tout à l'heure, avec une semaine de plus, on allait au bout des amendements. Hein. Donc, il n'y avait pas de raison objective, à part l'obstruction gouvernementale à vouloir faire un travail vite fait, mal fait, pour surtout pas que la mobilisation puisse se déployer. Raté. Comment seront choisis les 7 à la commission mixte paritaire? Les 7 députés, j'entends. Pour les sénateurs, de toute façon, ce sera la droite. La méthode est un peu complexe, mais en gros, vous avez de mémoire
entre le président de la commission des affaires sociales ou la présidente à l'Assemblée, qui est la commission référente sur le texte, le rapporteur, la rapporteure en l'espèce du texte, donc la députée qui vient parler au nom de la commission, déjà 2 places pour des macronistes, et après une proportionnelle entre les groupes. Donc vous avez quelques députés de la NUPES, il y en aura au moins un insoumis et a priori un PS, et vous aurez 1 ou 2 sénateurs, peut-être 2 sénateurs de gauche, mais à l'arrivée, tout ça est minoritaire. Ça permet quand même d'être autour de la table pour savoir ce qui se passe. Mais sur les énergies renouvelables, qui est une question sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, ils s'étaient mis d'accord avant et ils sont arrivés dans la commission paritaire en disant bon, bah voilà, on vous propose un amendement, il fait 3 pages, qui est pour, qui est contre, très bien, est adopté, sans qu'il y ait d'autres formes de discussion. Ce n'est pas un lieu de débat, déjà c'est pas public, on a le texte après, mais même si le président du groupe LR dit qu'il va y aller lui-même, c'est qu'il a moyennement confiance dans ses propres troupes pour le représenter, donc c'est bon signe pour la suite. Voilà. Et pour ce qui est de nous des Insoumis, a priori ce sera notre présidente Mathilde Panot qui siégera dans cette commission mixte paritaire pour pouvoir avoir tous les éléments ensuite dans la suite de la mobilisation et du débat parlementaire. Voilà. En tout cas, c'est une bataille qu'on mène, toute la NUPES ensemble pour s'opposer à cette réforme, comme tous les syndicats ensemble. C'est une réforme où clairement, sur le fond, on a gagné la bataille. Maintenant, il faut aller gagner la bataille sur la décision, et cette bataille-là, nous, on va faire le maximum pour la gagner dans l'hémicycle, mais c'est dans la mobilisation, dans les grèves, dans les manifestations qu'on peut la gagner. Et donc moi, je vous invite, autour de vous, à vous dire, samedi, on y va, on emmène un voisin, on emmène un collègue, on emmène les petits-enfants, on emmène les enfants, on y va tous ensemble. La semaine prochaine, a priori, ce sera donc le 15, ça reste à confirmer, mais ce sera donc la veille du vote à l'Assemblée nationale. Pareil, il faut que ce soit fort. Et puis vous avez des secteurs qui sont en grève. Cheminots, EDF, raffineries et d'autres. Passez les voir sur les piquets de grève, soutenez-les, donnez aux différentes caisses de grève pour qu'ils puissent faire en sorte que le mouvement dure. Soyez compréhensifs quand il y a quelqu'un qui râle parce qu'il n'y a plus d'essence à la station-service, le laissez pas râler. Il vaut mieux quelques jours de galère que 2 années de misère de plus. Ayez toujours ce réflexe-là, qu'ils essayent de nous diviser et de nous opposer entre eux parce qu'ils sont faibles et que notre division est leur seule chance de l'emporter. Nous avons tenu bon sur cette unité, elle se renforce chaque jour, la mobilisation était la plus forte mardi depuis le début. Continuons, c'est maintenant que les choses vont se jouer, donc je vous invite toutes et tous à vous mobiliser de la manière dont vous pouvez pour faire en sorte que ce mouvement s'élargisse encore jusqu'à ce qu'on gagne. Voilà. Et pour ma part, je ferai le maximum à l'Assemblée pour porter cette parole. Je vais rebondir sur ce que vient de dire Mathias, justement, à la sortie, vous verrez sur votre gauche, il y a une caisse de grève, voilà, si vous voulez participer. Il n'y a pas de souci, mais je crois qu'il y avait encore une question, Mathias. Ah mince, pardon. Prenons la question. Non, pas du tout. Non, simplement, ce que tu viens de dire, là, je partage complètement, sur le moment, sur l'instant dans lequel on est aujourd'hui, et ça représente quand même un désastre démocratique énorme, là, ce qui se passe. Si jamais cette réforme passe, qu'est-ce qui va se passer dans la tête des gens, principalement les élections, l'abstention aux élections, le manque de confiance dans leurs représentants. Je parle pas de toi, c'est tout. Non, mais c'est un bien sûr. Voilà, l'extrême droite, tout ça est doit être dans la tête des gens. Là, il faut pas que ça passe. De toute façon, il ne faut pas que ça passe. Voilà, notre slogan, c'est aussi bien la NUPES que la majorité d'organisations syndicales, c'est on bloque tout. Oui, il faut tout bloquer.
Il y a pas on n'a pas le choix aujourd'hui. C'est plus une intervention, c'est une question. C'est très bien. Mathias, voilà. C'est clair, il faut tout bloquer. Alors, il faut qu'on se pose la question. Enfin, voilà. On se pose tous la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour y arriver à cela. Parce que il me semble que est-ce que quelqu'un croit que ça ne passera pas peu et encore des petites chances, mais même Mathias, il a des doutes que cette réforme ne soit pas votée. Donc voilà, allons-y, on n'a pas le choix, hein, on n'a pas le choix. Sinon, ça va être un désastre à venir. J'en doute pas une seconde. Donc il y a on est un certain nombre, il y a un certain nombre de salariés qui sont en grève, qui bloquent aujourd'hui, encore aujourd'hui, et qui n'ont pas fini, notamment sur le port de Saint-Nazaire. Ça bloque, hein, fort, ça bloque fort. Il y a des gens qui bloquent par solidarité. Voilà, et c'est là, on est dans un moment crucial. On a parlé, Mathias a parlé de 68 et de 95, mais oui, c'est des moments dont il faut se rappeler, et qu'on se pose tous ces questions. Allez voir les salariés qui font les piquets de grève, comme tu l'as dit, tout simplement. C'est pas plus compliqué. Si vous êtes retraité, si vous êtes salarié avec, bon, c'est un peu compliqué, mais bon, la grève, c'est quand même, il faut faire la grève, quoi. Il faut que Macron, il faut que les patrons aillent voir Macron en lui disant t'arrêtes tes conneries, hein, parce que tu fais bloquer l'économie, donc tu arrêtes tes conneries, tu lâches ta réforme. C'est ça, je pense que c'est sans doute comme ça qu'on y arrivera, mais il faut y croire. Voilà. Pour compléter ce que disait mon voisin, les manifs c'est bien, et pourquoi pas faire aussi une manif, comme on va avoir des problèmes peut-être d'essence, pourquoi pas avoir une manif à Saint-Étienne. Je crois qu'une ville de 10 000 habitants se doit d'organiser des manifs, parce que ça permettra justement de résoudre le problème de l'essence. On se mobilise sur place. Et comme ça, on se connaît plus, parce que j'arrive pour aussi aux manifs à Saint-Nazaire, vraiment, puis d'autres, mais on se retrouve pas mal de secteurs dans la manif. Pourquoi pas faire une manif où on se retrouverait, on se connaîtrait, et ça permettrait aussi de renforcer la solidarité par rapport aux gens en difficulté et par rapport aussi se soutenir mutuellement. Il y a une question là-bas. Ouais. Je valide complètement ce que vient de dire Alain. Effectivement, au nombre qu'on est à Savenay, je pense qu'on pourrait quand même faire quelque chose. Tout se passe à Saint-Nazaire. Et la Vitienne-Circo, c'est aussi le canton de Savenay. Canton de Savenay, La Chapelle, Malville, Boué, Lavaux, Pointillot, et voilà. Donc, si vous pouviez nous filer aussi un petit coup de main, on n'est pas très nombreux au GA de Savenay. C'est pour ça qu'on fait passer actuellement une feuille parmi vous. Voilà, si vous voulez qu'on échange. Venir vous donner quelques coups de main de temps en temps pour informer les gens et puis peut-être aller prendre un petit rond-point pour discuter avec les gens et ainsi de suite. On n'est pas dehors, tout à fait. Il y a encore deux questions. Il y a une dame. Michel de Pointillot. Je suis arrivée très tardivement, donc je n'ai pas tout entendu forcément. Juste je voulais soulever une petite question quand même. Moi j'ai fait la grève de 95 à Paris, j'ai travaillé à la RATP. J'ai fait 3 semaines et demie de grève. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2007 on a remis ça, en 95 on a gagné, en 2007 un peu moins. Est-ce qu'aujourd'hui les salariés, privés, publics, ont les moyens de faire 3 semaines de grève? On avait vraiment bloqué l'économie du pays, ne serait-ce rien qu'avec les transports en fait. Souvenez-vous, c'était la grève par procuration, etc. Je ne veux pas être défaitiste, mais parfois je m'interroge quand même. Voilà. Et autre chose, par rapport à la proposition de faire décentraliser une manifestation, une action, pourquoi pas. Mais moi je pense que ce qui compte quand même, c'est le nombre qu'on peut être, que ce soit à Nantes ou à Saint-Nazaire, mais c'est la masse. Et il faut être tous ensemble à ce moment-là. Par contre, on peut tout à fait organiser des covoiturages. Moi, j'en ai marre
peur de faire la route toute seule pour aller jusqu'à Saint-Nazaire. Voilà. Et de l'essence, on en trouve pour le moment partout. Il faut arrêter de s'occuper avec ça. Ça va peut-être durer. Mais il faut que ça dure pas. Enfin, pardon pour les donjons, mais... Je vais répondre vite fait au sujet des covoiturages. On a organisé des covoiturages, mais on n'a certainement pas assez informé les gens. On a informé 2 covoiturages par du complexe polyvalent sur les 2 manifs qu'il y a eu à Saint-Nazaire. On s'est retrouvé à 4. La première fois à 3 et après à 4. Bah, ça progresse, la prochaine fois à 5. L'information un peu plus... Ça monte. Un peu plus, ça peut faire ça. C'est bon. Il y avait une autre question, je crois, par là. Moi, j'étais sur les CDI. Senior. Alors, il nous a annoncé les CDI seniors. Alors, ils ne paieraient plus de. Enfin, les cotisations seraient réduites. Et ce que je voulais savoir, c'est est-ce que ça s'applique aussi à ceux qui sont déjà dans l'entreprise? Alors, est-ce que ça s'applique déjà à ceux qui l'ont... Est-ce qu'on transforme un CDI actuel en CDI senior? Non. Maintenant, dans la proposition qui est faite, maintenant, une rupture conventionnelle et reprendre sous un autre statut, ça existe. En tout cas, on peut compter sur l'évolution. Et effectivement, l'idée d'avoir de nouvelles exonérations de cotisations, alors qu'on sait que ça ne sert à rien, alors qu'on sait que ça coûte cher, et qu'en plus, ce sera sur des salariés en fin de carrière, donc y compris des salariés avec des niveaux de rémunération plus élevés, sur lesquels les exonérations seront donc encore plus élevées, clairement, c'est un cadeau qui ne sera pas, déjà, ce sera pas efficace, et ensuite qui va aggraver le problème au lieu de le résoudre. Et c'est une histoire de contrat dernière embauche, en quelque sorte, qui ne règle absolument pas la question. Sur Madame la grève, est-ce que les Français ont les moyens? J'allais vous dire, est-ce que vous aviez les moyens de faire une grève? Ah mais non, mais à cette époque-là, on se posait même pas de questions. Voilà. Non, mais je retourne pour... J'avais 3 enfants en bas âge, j'ai fait 3 semaines et demie de grève, et après mes enfants ont arrêté leurs activités. Donc, voilà, c'est une des réponses. Après, c'est clair que c'est ce qui compte. Ils espèrent là-dessus. Ils espèrent que les gens, parce que l'inflation, parce que les petits salaires, parce que l'intérim et donc la peur de ne pas être repris derrière, vont décourager les gens. C'est une attitude absolument abjecte, cruelle, de compter sur le découragement. Et pour le coup, on sait très bien que ça ne va pas convaincre les gens d'être pour la réforme. Ça va juste, comme ça a été dit, augmenter le ressentiment. Le sentiment de ne pas avoir été respecté, le sentiment d'avoir été humilié. De « ah, je ne peux pas me défendre, donc vous me frappez encore plus fort ». Et ça, c'est extrêmement mauvais. C'est pour ça, évidemment, que je rejoins complètement ce que vous avez dit sur le soutien qu'il faut... sur le fait qu'il faut s'engager soi-même et soutenir. On a créé une caisse de grève, nous, France Insoumise, il y a 300 000 € sur la caisse de grève qui sont destinés à être versés à différents salariés qui se seront mis en grève pour les aider à tenir. Ça ne compensera pas tout le salaire perdu, mais si ça peut en compenser une partie, c'est fait pour ça. Je sais que les organisations syndicales font la même chose, parce que c'est tous ensemble qu'on va y arriver, parce qu'il faut qu'on gagne. Et parce que si cette réforme est imposée alors qu'elle est tant rejetée, le coût social, il sera terrible pour les gens qui seront obligés de travailler 2 ans de plus, mais le coût démocratique pour le pays, il sera terrifiant. Et aujourd'hui, par la grève, par la mobilisation, par les manifs, par notre travail à l'Assemblée, en exigeant le retrait de ce texte, non seulement on se défend nous-mêmes, mais je crois qu'on défend aussi la démocratie, et même d'une certaine manière qu'on défend la République contre ceux qui veulent lui faire tant de mal en imposant un texte que le peuple ne veut pas.